L'art est une question difficile parce que tout le monde a un avis sur l'art, si bien que on est très vite invité, ou du moins on se sent très vite obligé de n'en pas parler. Comme, comme le dit l'expression, des goûts et des couleurs, on ne discute pas et finalement cette injonction pèse un peu sur notre réflexion. Mais c'est dommage parce que l'art est une question cruciale. Et devant le caractère proprement humain de l'art, on ne peut pas renoncer à réfléchir à la question, sauf évidemment à renoncer à clarifier notre être humain, et donc également à renoncer à vivre, si possible, encore mieux notre humanité, ce qui n'est pas pensable pour un philosophe. Voilà. Mais la question qui se pose alors, c'est comment peut-on parler de l'art? Comment peut-on approcher cette activité proprement humaine? Eh bien, je crois qu'il faut essayer de l'approcher comme un chasseur essaie d'approcher de sa proie, voilà, en essayant donc de repérer quelques traces. Voilà. Il va falloir que nous cherchions des traces et que, comme on dit en philosophie, nous remontions des effets à la cause. C'est-à-dire que si nous voyons des traces d'êtres humains, par exemple, dans le sable, eh bien, nous sommes en droit d'en conclure qu'un homme est passé par là. Et selon la forme des traces et leur profondeur, nous pouvons même essayer d'imaginer la forme de cet homme, sa corpulence, sa taille, etc. Donc il faut essayer de remonter des effets aux causes. Et par exemple, il y a un très bon exercice qui consiste à se demander, dans cet état d'esprit, de remonter des effets aux causes. Quand on lit une page d'un auteur, eh bien, se demander, mais comment faut-il penser pour écrire une page pareille? Voilà un très bon exercice qui s'efforce de reconstituer la pensée à partir d'une page écrite par un auteur. Donc, demandons-nous ce que l'art doit être pour apparaître dans notre culture tel qu'il apparaît, pour essayer d'analyser un peu les traces qu'il nous offre et que nous pourrions suivre. Eh bien, l'une de ces traces, évidemment, on ne peut pas demander aux artistes de déclarer eux-mêmes ce qu'ils pensent de l'art, ça ne serait pas très objectif. On va plutôt poser la question à ceux qui s'en servent de façon immodérée parfois. Je veux parler du monde politique. Voilà. Essayons d'approcher l'art par le traitement que la politique lui impose et posons-nous donc une question assez simple. L'approche ou l'usage que la politique fait de l'art nous permet-il de clarifier ce qu'il est? La première chose qui saute aux yeux quand on essaie de repérer les rapports de l'art et de la politique, eh bien, c'est d'abord un énorme soutien de l'art par le pouvoir politique. Si on regarde bien, il y a un ministère de la Culture, il y a constamment et durant toute l'année des festivals, des musées entretenus, des théâtres subventionnés, des théâtres privés aussi, mais beaucoup de théâtres subventionnés, les fameuses scènes nationales. Voilà, il y a des opéras, des orchestres nationaux, des formations artistiques dans les écoles aussi, bon, assez sommaires, mais quand même, il y a un peu d'éducation musicale et d'initiation à l'art plastique. Voilà, donc il semble bien qu'il y ait de la part du pouvoir politique un soutien massif de l'art et des artistes. Même une promotion constante, hein, on encourage évidemment les enfants et les gens à aller au cinéma, à faire de la danse, enfin à tout ce qu'on veut. Et finalement, ce soutien n'est pas né d'aujourd'hui, il est assez constant dans l'histoire. On se rappelle que, par exemple, Jean de La Fontaine était protégé par Fouquet et hébergé au château de Vaux-le-Vicomte. Hein. Quand on va visiter là-bas, le château, eh bien, on a une rencontre avec La Fontaine, c'est bien. On se rappelle aussi que Louis XIV avait doté Molière d'une maison, qui est toujours debout d'ailleurs, la Comédie Française. Voilà. Mais en même temps, bon, si le soutien de l'art par le pouvoir est constant, il n'est pas unanime, il n'est pas univoque.
Et face à La Fontaine et à Molière, évidemment, on peut parler de Victor Hugo, qui est exilé par Napoléon III, de Beaumarchais, qui est obligé de se réfugier à Londres pour échapper à la prison. Voilà, il y a, et tant d'autres, et pas seulement en France d'ailleurs. Hein, on se rappelle de Václav Havel, par exemple, cet auteur dramatique tchèque formidable, incarcéré de longues années. On se rappelle de Dostoïevski, Alain Taubagne. Enfin, on se rappelle comme ça d'un certain nombre d'artistes qui ont été muselés, enfermés, exilés par le pouvoir. Donc, si le pouvoir soutient l'art, ce n'est pas sans une certaine méfiance, hein, sans vigilance, sans chercher à exercer un certain contrôle. En réalité, le pouvoir ne peut pas laisser dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Le pouvoir est l'art, et le pouvoir en est conscient, parfois plus que l'art d'ailleurs. Le pouvoir et l'art sont deux usages publics de la parole. Voilà. Un artiste a besoin d'un public, comme un homme politique a besoin d'un public. Voilà, donc ils se font nécessairement concurrence. Et cette concurrence eh bien, ne se fait pas absolument loyalement. Comme on dit, il y a peut-être une concurrence déloyale parce que, en réalité, le pouvoir a des moyens de coercition sur l'art qu'évidemment l'art n'a pas. L'art peut enflammer des foules, incontestablement. Il peut soulever des oppositions. Il peut même parfois fomenter des contestations. Voilà, il peut faire un tas de choses, comme par exemple ce pamphlet formidable du Victor Hugo sur Napoléon III, hein, Napoléon le Petit, voilà. Et puis l'art du pamphlet est évidemment un art récurrent dans l'histoire. Donc l'art a des moyens de nuire au pouvoir, mais en même temps, le pouvoir a lui un moyen formidable parce que le pouvoir détient celui de la censure. Voilà. Je crois qu'il y a dans le pouvoir de censurer finalement toute la force du pouvoir qui s'exprime. Ce qui veut dire que la présence de la censure vient marquer quelque chose d'assez simple, c'est qu'il n'y a pas place pour deux formes de paroles concurrentes dans l'espace public. Voilà, le pouvoir, en d'autres termes, soutient l'art à condition que l'art le soutienne. Voilà, il y a une réciprocité là, une priorité. Voilà, le pouvoir soutient l'art à condition que l'art le soutienne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien le pouvoir n'hésite pas à bâillonner l'art, c'est-à-dire à le museler. Donc le pouvoir finalement attend de l'art qu'il contribue à la tâche éducative du peuple, si tant est qu'elle soit une réalité, bref, qu'il serve en somme ses intérêts. Voilà. Alors Platon nous en livre les raisons politiques dans un petit texte que nous allons essayer de lire ensemble, parce qu'il va pointer quelque chose qui est absolument fondamental dans ce rapport de l'art avec le pouvoir. C'est qu'en réalité, la parole de l'art n'est tolérée par le pouvoir qu'à la condition qu'elle convienne au pouvoir. Ce qui veut évidemment dire qu'il faut que cette parole soit convenable. Voilà. Convenable veut dire en réalité non pas en adéquation avec la morale, mais en adéquation avec les fins du pouvoir. Voilà. Le pouvoir ne peut pas accepter, en d'autres termes, que se répande une parole qui mette dans la tête des citoyens de mauvaises pensées, ou qui y agite, comme on dirait aujourd'hui, de mauvaises passions. Voilà, ce qui évidemment serait des idées de sédition ou de désobéissance. Donc, écoutons un peu ce texte de Platon. Ne comptez donc pas que nous vous permettrons jamais si facilement de dresser votre théâtre sur notre place publique, dit introduire des acteurs doués d'une belle voix, qui parleront plus fort que nous, qui harangueront les enfants et les femmes et tout le peuple, et au lieu de tenir sur les mêmes institutions le même langage que nous, diront le plus souvent tout le contraire. Car on pourrait dire que nous sommes complètement fous, nous et toute la cité, si nous vous permettions de faire ce que vous demandez à présent, avant que les magistrats aient examiné si le contenu de vos pièces est bon et convenable à dire en public, ou s'il ne l'est pas.
Ne croyons pas que nous remuons là de vieilles histoires avec ce texte de Platon et que le pouvoir républicain qui nous dirige maintenant est absolument renoncé à la censure. Certes, la liberté d'expression est inscrite dans la charte des droits de l'homme, mais la censure n'est pas morte pour autant. Bien sûr, nous avons tendance à la lier à la monarchie et donc à la tyrannie de la monarchie dont la République prétend nous avoir sortis. Mais c'est peut-être là une prétention qui mériterait d'être un petit peu analysée, parce qu'en réalité, lorsque nous jugeons que la censure a disparu, puisque la liberté d'expression est inscrite dans les droits de l'homme, eh bien nous jugeons des choses avec un peu de précipitation. En réalité, la censure existe toujours. Je vais en donner quelques exemples, pas seulement en France, mais aussi partout. Quand un metteur en scène, par exemple, dans un opéra de Florence, change la fin de l'opéra de Bizet, Carmen, parce qu'il trouve scandaleux, en tous les cas assez peu indiqué, que ce soit Don José qui tue Carmen, et donc il préfère mettre en scène le meurtre de Don José par Carmen, parce qu'il estime qu'il n'est pas possible que l'on applaudisse au meurtre d'une femme, eh bien c'est un acte de censure. Il faut appeler les choses par leur nom. Lorsqu'en France, par exemple, à la Sorbonne, tente de se monter une pièce d'Échille, une pièce de l'Antiquité, les Suppliantes, et que des militants antiracistes s'efforcent de faire en sorte qu'elle ne soit pas jouée, il y a là une censure. Alors, il ne faut pas dire évidemment qu'il n'y a plus de censure, puisqu'il y en a. Mais évidemment, cette censure, l'État ne l'exerce plus, puisqu'elle est exercée à chaque fois, soit par des associations, soit par d'autres instances. Mais le plus souvent, ces instances sont d'ailleurs qui émanent de la société civile, donc visiblement ou apparemment en tous les cas, l'État ne peut pas être jugé ou estimé responsable de l'exercice de cette censure. Sauf que la plupart du temps, l'État subventionne ces associations de la société civile, et donc elles ne peuvent pas non plus être complètement étrangères aux instances de l'État. Vous savez, comme on dit souvent, qui paie commande. En d'autres termes, lorsque l'État accorde des subventions à une association, ce n'est évidemment pas pour que cette association fasse entendre dans l'espace public une parole contraire à la sienne. Voilà, donc il faut immanquablement admettre que le pouvoir soit et se tienne derrière ces associations. Ce qui, évidemment, lui permet de réaliser un coup formidable, qui consiste à dire j'exerce une censure, mais sans jamais apparaître comme le censeur. Voilà. Ce qui est une opération de cache-cache dont le pouvoir tire absolument tous les bénéfices. Mais en réalité, ce qui permet de dire que néanmoins il cautionne cette censure, à défaut d'être absolument certain qu'il la commande, mais en tous les cas il la cautionne, c'est qu'en réalité cette censure fonctionne souvent par intimidation et que l'État ne fait rien pour interdire cette intimidation. Lorsque finalement des associations antiracistes, féministes ou peu importe lesquelles viennent réclamer l'interdiction d'une conférence, d'un spectacle, etc., et qu'elles fonctionnent par intimidation, c'est-à-dire en exerçant une pression sur le public, une pression sur les annonceurs, etc., eh bien en réalité il y a là quelque chose contre qui relève vraiment d'un empêchement. Et dans un État libéral, logiquement, la loi est censée empêcher les autres de nous empêcher de dire ou de faire ce que nous avons envie de faire. Donc si l'État ne fait rien pour empêcher les associations d'empêcher, c'est-à-dire empêcher les associations d'agir par intimidation, eh bien c'est qu'en réalité cette intimidation lui convient, cette intimidation lui permet de tenir lieu de censure. Voilà. S'il voulait vraiment défendre et promouvoir la liberté d'expression, en d'autres termes, eh bien l'État se chargerait d'empêcher et de légiférer pour que l'intimidation ne soit plus possible.
et donc il s'organiserait pour la proscrire de l'espace public. Voilà, donc je crois que comme il ne le fait pas, eh bien nous pouvons en réalité dire et soutenir que Platon, ou que la pensée de Platon règne encore sur notre cité. Ce dévoilement de la réalité de la censure dans toute forme d'État nous permet de dire que globalement le pouvoir chasse toujours les artistes de la cité. Il les chasse alors même qu'il les emploie, parce qu'en réalité un artiste est précisément chassé de la cité dès que sa parole est sous contrôle, voilà. Dès qu'il y a une censure ou une intimidation qui en tient lieu. Voilà, donc la censure, en réalité, oblige l'art à être pour le pouvoir ce que l'apologétique est à la religion. Ce qui se nomme proprement propagande. Voilà. En réalité, la présence de la censure dans un État permet de comprendre que l'art y est souvent un art de propagande, puisque ce qui n'est pas propagande de l'État se trouve censuré. La propagande est la promotion du pouvoir, ce qui vise donc son affermissement par des moyens qui ne sont ni des moyens policiers ni des moyens militaires, ce qui permet donc au pouvoir de dominer, non pas d'exercer une emprise sur les corps, mais d'exercer une emprise sur les esprits. Alors, une nation est passée maître dans l'art de la propagande, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis, ou l'Amérique si vous préférez. L'Amérique a en réalité conquis le monde avec le cinéma, ce qui est le 7e art, rappelons-le tout de même. Bon. Les soviétiques avaient essayé de conquérir l'Europe avec leurs chars, mais finalement ça n'a pas tellement marché, ou ça n'a pas, bon évidemment pour ceux qui en ont souffert ça a duré longtemps, mais au regard de l'histoire, les 80 ans du communisme, et ce n'est pas partout et de la même longueur et de la même durée dans tous les pays d'Europe, ça a suscité trop de résistance pour pouvoir durer. En réalité, la conquête par les armes suscite toujours une opposition comme un réflexe de légitime défense en réalité, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une réponse immunitaire de la liberté. Voilà, notre aspiration à la liberté fonctionne en nos esprits peut-être comme un système immunitaire, et dès que quelque chose sent l'oppression ou se présente un peu comme une oppression, immédiatement notre liberté réagit et suscite un système d'autodéfense. Mais c'est ce dont sans doute le système soviétique a été la victime. Il a finalement été rejeté et repoussé. Mais l'Amérique a été plus intelligente, puisqu'elle a conquis le monde sans tirer un coup de fusil, en réalité. Elle l'a conquis non pas avec des chars, mais avec ses armées hollywoodiennes, voilà, qui ne s'en sont évidemment pas pris au corps, mais aux esprits des peuples. Elle a remplacé, en d'autres termes, les chars par des images. Voilà. Et donc, elle est rentrée dans tous les esprits par les images. Voilà. Au même titre que les chars peuvent enfoncer n'importe quelle barricade, eh bien, les images réussissent à pénétrer dans n'importe quel esprit qui les regarde. Voilà. Nous ne mesurons pas assez la force des images. Nous les imaginons sans doute sans conséquence, nous les imaginons sans importance, mais en réalité, elles ont une importance considérable, et ceux qui les fabriquent connaissent évidemment cette importance et savent d'ailleurs de plus en plus la mesurer. Voilà. L'image, en réalité, s'insinue dans notre esprit au moment même où il est installé dans une forme de passivité pour la regarder. Au moment même donc où il baisse en réalité toutes ses défenses, au moment même où il baisse et où il a renoncé à toute dimension critique. Voilà, de Charlie Chaplin finalement à la Guerre des Étoiles, en passant par Walt Disney et par John Ford et ses nombreux westerns, eh bien l'Amérique a exporté à travers le monde entier des images de propagande qui assurent sa domination sur les esprits.
Alors, essayons de lire un texte de Régis Debray, qui est sans doute aujourd'hui l'un des philosophes qui a le mieux et le plus réfléchi la question des images et leur importance, et qui va nous permettre de comprendre ce qui se trame en réalité dans ce monde de l'image. Le cinéma a créé les États-Unis, pour lesquels c'est beaucoup plus qu'un moyen d'influence. C'est l'origine de leur puissance. L'émergence de la graphosphère avec l'imprimerie a coïncidé avec la formation des États-nations européens, celle de la vidéosphère suivant les caméras avec l'essor de l'impérium américain. Comment aimer Hollywood sans aimer l'Amérique? Le surdoué du visuel a donc joui de deux privilèges en exclusivité. D'abord raconter des histoires au monde entier sans besoin de traducteurs, les Misérables en ont besoin mais non Charlie Chaplin. Ensuite réécrire sa propre histoire en rejouant sur écran le match perdu sur le terrain. La nation américaine a la capacité, John Ford et John Wayne aidant, de faire du génocide amérindien une exaltante aventure. Milliers de lecteurs, millions de spectateurs, art d'élite, art de masse. La morne plaine de Victor Hugo n'a pas fait de Waterloo une victoire à nos yeux. Essayons de faire retour quelques instants sur ce processus de la civilisation américaine qui a installé et qui nous soumet tous à son impérialisme. Eh bien, reprenons la différence entre les armes et les images. Les armes, finalement, projettent ceux sur lesquels elles se braquent dans une attitude défensive. Voilà. Dans une crainte d'abord et une attitude défensive qui conduit finalement tous ceux qui sont braqués à chercher un moyen de fuir. Et évidemment, si ce moyen n'existe pas, eh bien, ça les pose dans une position de soumission, mais une soumission feinte qui, en réalité, n'attend que le moment de se reprendre et de se libérer, le moment de s'échapper. Les images cinématographiques ne produisent rien, en réalité, de tout cela. Comme elles ne menacent pas, elles ne suscitent pas non plus de rejet, bien au contraire, elles suscitent l'adhésion. Euh, Réfléchissons 2 secondes. Nous nous rendons au cinéma. Et comme il est toujours intéressant de le faire en philosophie, prenons les mots au sérieux. Nous nous rendons au cinéma. Et au lieu de voir là simplement un déplacement géographique, essayons d'y voir un déplacement spirituel. Nous nous rendons au cinéma, donnons à cette formule son sens militaire, c'est-à-dire il s'agit là d'une véritable reddition. Nous baissons les armes au cinéma, nous nous plaçons nous-mêmes dans une attitude de soumission, nous baissons toutes nos défenses devant les images et nous les absorbons comme un enfant finalement absorbe les comptines de sa mère quand il est petit, quoi. D'un point de vue psychologique, le danger des images est qu'elles condensent plusieurs messages. Dans une seule image, il y a plusieurs messages. Et ces messages se retrouvent donc absorbés en même temps. Et donc, selon la belle loi de l'association des idées que Descartes avait dévoilée, eh bien, ces images perçues en même temps sont ensuite associées, stockées ensemble et de façon indissociable dans notre mémoire. On se rappelle dans cette fameuse lettre à Chanu comment Descartes avait essayé d'expliquer son attirance pour les filles qui louchent. Voilà, il se rappelait soudainement, ou il s'est rappelé un jour, à force de chercher, qu'en réalité, dans son enfance, eh bien, il avait partagé son temps chez sa nourrice avec une petite fille qui louchait. Et du coup, se sont associés dans son esprit et dans sa mémoire le bonheur passé auprès de cette petite fille, avec ce strabisme dans les yeux. Et donc ensuite, eh bien, évidemment, il cherchait partout chez les filles qu'il pouvait rencontrer devenues plus grands ce strabisme, parce que ce strabisme équivalait pour lui à une promesse de bonheur, évidemment. Donc, regardons une image tout simplement pour voir comment cela fonctionne et comment les Américains, ces rois de l'image, réussissent à manipuler les esprits. C'est une image absolument célèbre dont nous parlerons après, qui est bien connue sous le titre des torches de la liberté. Donc regardons cette image pour mieux comprendre.
Regardons quelques instants cette image bien connue sous le nom des torches de la liberté, c'est-à-dire des cigarettes que Lucky Strike essayait de vendre aux femmes pour améliorer ses ventes, puisque les femmes ne fumant pas, il y avait la moitié du genre humain qui ne faisait pas partie évidemment de sa cible et de ses clients. Donc pour essayer d'inviter et d'inciter les femmes à fumer, eh bien il s'est débrouillé par des stratégies publicitaires, débrouillé pour associer la cigarette à la liberté. La stratégie a d'ailleurs assez bien fonctionné puisque les femmes se sont mises à fumer et que la cigarette s'est retrouvée à peu près partout et pour de longues décennies complètement associée à l'idée même de la liberté, à tel point que les grands héros ne pouvaient pas s'abstenir de fumer. Voilà donc typiquement un exemple de la manipulation mentale que permet la stratégie publicitaire et qui est au cœur de l'image, parce que l'image, évidemment, en associant des désirs comme ça, le désir d'être libre et le désir de fumer, eh bien, ne permet pas de distinguer, ne permet pas de les hiérarchiser, elle les associe purement et simplement et les fixe ainsi dans notre mémoire, c'est après ce qui manipule notre conscience. L'association de la liberté et de la cigarette dans cette fameuse image des torches de la liberté, les torches n'étant autres que les cigarettes, est sans doute un coup de génie publicitaire de l'un d'ailleurs des plus grands publicitaires américains, dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de publicité précisément. Par le hasard de la vie, finalement, Descartes avait associé dans son enfance le bonheur de l'enfance à la présence d'une petite fille qui louchait. Eh bien, par la manipulation des publicitaires, et non pas par le hasard de la vie cette fois, mais il y a bien une intention derrière cette image-là, eh bien, les femmes ont associé la liberté à la cigarette. Et d'ailleurs, ça continue de fonctionner, puisque dans l'esprit de bon nombre de gens encore aujourd'hui, c'est ce qui est assez formidable, ce renversement, c'est que la cigarette, qui est une addiction, passe pour être l'un des grands vecteurs de la liberté. Et on se croit plus libre quand on fume que quand on ne fume pas, ce qui est quand même un renversement assez paradoxal. Mais donc c'est toujours la même histoire. Nous avons en réalité, par ces images publicitaires et par le génie de la propagande américaine, eh bien nous avons, comme dans ces torches de la liberté, c'est pas pour rien que cette image est célèbre, c'est qu'en réalité elle parle de la liberté et que c'est sans doute l'aspiration la plus grande des êtres humains, ce pourquoi c'est toujours sur cette aspiration-là que les Américains viennent nous chatouiller par leurs images, si vous voulez. Eh bien c'est toujours donc la même histoire, nous avons associé le bon cow-boy à John Wayne et oublié donc le génocide amérindien. Évidemment, voilà comment l'Amérique aussi a refait l'histoire. Et nous avons associé le bon cow-boy à John Wayne parce que c'est une image formidable que cette image de cet acteur. Et nous avons aussi associé l'Amérique à la puissance fraternelle, à la puissance qui sauve toujours la liberté du monde par son héroïsme. Voilà l'effet de la propagande américaine. Mais bien évidemment, il y a derrière tout ça une manipulation publicitaire et nous pouvons dire, je crois, sans trop nous avancer, que rien de tout ce que nous dit la publicité n'est vrai. Alors, qu'apprenons-nous sur l'art au terme de ce parcours ? Eh bien, nous apprenons d'abord que l'art a une puissance formidable, qu'il exerce sur nous une domination formidable par la voie de notre sensibilité. Sensibilité étant à comprendre aux deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois au sens de nos sens, voilà, la vue, l'ouïe, etc., c'est-à-dire au sens qui nous permet de dire que l'art se perçoit, voilà, il s'offre à notre perception sensible, mais aussi l'art nous touche, c'est-à-dire qu'il s'adresse à notre sensibilité au sens de l'affectivité. Voilà. L'art produit en nous, nous affecte, c'est-à-dire qu'il produit en nous des émotions, comme on dit, et les émotions sont toujours des sources ou des causes de mouvement dans notre vie intérieure. Donc, le propre de l'art, c'est de passer par les sens pour produire dans notre vie intérieure un mouvement émotionnel. Voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, ce qu'il y a de formidable dans cette affaire-là, c'est déjà que l'art, finalement, ouvre notre vie intérieure.
et puisqu'il la met en mouvement, il l'ouvre. Sans art, il n'y en aurait peut-être pas. Voilà, et donc, sans art, nous serions en réalité comme des animaux, c'est-à-dire que nous serions préoccupés seulement de la conquête des choses. Voilà. L'animal est préoccupé seulement par la conquête des choses. D'abord la conquête de son territoire qu'il doit marquer et défendre. Ensuite la conquête de son repas, voilà, de sa nourriture. Il faut bien qu'il chasse pour pouvoir se nourrir. Et enfin la conquête de la femelle pour un mâle et du mâle pour la femelle, puisqu'il faut bien aussi perpétuer l'espèce. Et donc, ce qui veut dire que dans ces trois dimensions-là, finalement, l'animal est toujours en conquête de quelque chose. Mais que précisément, par l'art et par l'ouverture de sa vie intérieure, l'homme n'est pas simplement invité à conquérir les choses à l'extérieur, mais aussi à s'émerveiller ou à rentrer du moins en contemplation des mouvements qui se passent aussi en sa vie intérieure. Alors évidemment, on pourrait dire, mais cette comparaison de l'homme et de l'animal, est-ce qu'elle n'est pas un peu passée? Est-ce qu'elle n'est pas un peu de l'ordre des temps anciens? Puisque finalement, aujourd'hui, est-ce que l'homme ne se rapprocherait pas étrangement de l'animal? Et ne se retrouve-t-il pas, lui aussi, essentiellement préoccupé par des choses? Il est clair que la réduction de l'art à des messages publicitaires, la réduction de l'art à la propagande américaine, a évidemment un peu projeté l'homme vers l'animalité plutôt que le contraire, puisqu'en réalité, la publicité, voilà le propre de la publicité, c'est que la publicité nous met toujours en mouvement vers quelque chose. Le propre de la publicité, c'est que précisément, elle fait la promotion d'un produit. Et que ce soit un pays, une puissance américaine ou une cigarette, en réalité, la publicité nous met toujours en mouvement vers un produit. C'est-à-dire qu'elle nous ramène vers l'animal, en réalité, dont l'art tente de nous éloigner. Et voilà que nous saisissons du coup quelque chose de l'art, quelque chose d'élémentaire, peut-être pour le moment, mais en tous les cas d'absolument essentiel. L'art essaie de nous élever au-dessus de l'animal. Voilà. Alors c'est une définition liminaire, qui n'est pas d'ailleurs très en vogue aujourd'hui, puisque bon nombre de discours tentent aujourd'hui de nous ramener vers l'animalité, et de nous convaincre que l'humanité n'a aucune raison de se penser comme une espèce animale supérieure aux autres, ce qui à mon avis est une erreur, d'ailleurs, et même une erreur dans le projet, parce que les antispécistes s'imaginent que nous allons aimer et protéger et respecter les animaux en nous ramenant dans l'animalité, ce qui est une erreur en réalité. Pour entrer dans le respect et la protection du monde animal, il faut précisément n'en faire pas partie, il faut se tenir au-dessus. Voilà, il n'y a que celui qui est au-dessus de l'animalité qui peut fondamentalement protéger et respecter l'animal. Si on ramène l'homme dans l'animalité, il va rentrer dans un rapport de force avec l'animal. Et peut-être bien que d'ailleurs ce qui se passe d'abominable dans nos abattoirs, c'est que précisément l'homme s'est animalisé, il a perdu ce sens de la distance avec l'animal que l'art devait précisément produire en lui. En tous les cas, voilà quelque chose, sortons de cette affaire et revenons à la question de l'art. L'art, en réalité, nous élève au-dessus de l'animalité, c'est-à-dire qu'il nous élève au-dessus du seul règne de la force, parce que le monde animal, c'est quand même le monde de la loi du plus fort. Eh bien, l'art essaie de nous extirper de ce monde-là, il essaie de nous extirper de la nature, en d'autres termes, pour nous élever vers autre chose. Alors, qu'est-ce que peut vouloir dire s'élever au-dessus de la nature, s'élever au-dessus de la force? Eh bien, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose, ça veut dire entrer finalement dans l'ordre de la grâce. Voilà. La force et la grâce. Voilà l'opposition fondamentale de notre humanité. Alors, que pouvons-nous dire de l'art? Eh bien, plutôt que nous dit l'art. Ce n'est plus tellement à nous de parler, mais à l'art de nous dire quelque chose. Eh bien, ce que nous dit l'art est assez simple, mais n'est pas mince. C'est sommaire, mais c'est d'une profondeur que nous essaierons plus tard
d'explorer. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que la grâce seule peut arrêter la force. Voilà le message essentiel de l'art. Eh bien, nous tenterons dans une prochaine vidéo d'explorer ce que cela peut vouloir dire.